Pour information, le doublage en français a été réalisé à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Certains mots en amazigh peuvent être mal prononcés. Vous trouverez leur prononciation phonétique correcte dans les sous-titres. À première vue, il semble immobile, silencieux, simplement posé face à l'Atlantique. Pourtant, les rochers de Mogador ou rochers d'Essaouira portent des noms, des récits et une mémoire que peu connaissent aujourd'hui. Longtemps, j'ai ignoré qu'ils avaient chacun une identité, transmise par les habitants, souvent en amazigh, parfois liée à des personnages ou à des événements oubliés. Ces noms anciens ne sont pas anodins. Ils racontent un rapport intime entre la mer, la ville et ses habitants. Ils racontent aussi comment Essaouira s'est construite, pierre par pierre, à partir de ces rochers voisins qui ont façonné son port, sa médina et son histoire. Pour comprendre cette mémoire enfouie, je suis allé à la rencontre de Raïs Miloud, ancien pêcheur aujourd'hui à la retraite, mais toujours homme de la mer. Gardien d'un savoir rare, il continue de pêcher, de raconter, et de transmettre à travers ses récits et ses vidéos ce que la nouvelle génération risque d'oublier. Dans ce reportage, nous allons découvrir où se situent ces rochers, ce que signifie leur nom et surtout le lien profond qui les unit à la naissance de la ville d'Essaouira. Une histoire gravée dans la pierre et battue par les vagues. Il est 9h du matin. Raïs Miloud m'a donné rendez-vous au nord de la Médina, précisément sur la plage de Bab Toukala, comme l'appellent les habitants. Un horaire bien précis, choisi pour une raison essentielle. La marée est basse, ce qui nous permet d'accéder au rocher de Georges. C'est ici que commence notre balade en bord de mer, à la découverte des rochers de Mogador. Pour ouvrir ce parcours, Raïs Miloud a naturellement choisi Georges, l'un des premiers repères de ce littoral. En observant sa position sur Google Maps, on remarque que le rocher de Georges se situe juste avant les petits rochers appelés Raïs Mbarek. Le mot Raïs désigne un pêcheur expérimenté. Selon Raïs Miloud, ces rochers étaient autrefois un lieu de pêche fréquenté par Raïs Mbarek, un homme dont l'histoire reste aujourd'hui largement méconnue. Un peu plus loin, après les rochers de Raïs Mbarek, se trouve Tafargiga, aussi appelé le rocher de sable. Il se dresse au milieu des dunes, au nord d'Essaouira, en direction de Safi. La plupart de ces rochers portent des noms amazighs ou berbères, tout comme les poissons de cette côte. Des noms anciens, transmis de génération en génération, qui racontent la relation intime entre les hommes de la mer, le territoire et le temps. Maintenant, on va où? On va à Georges et pas Georget. Donc, on va aller vers ce grand rocher énorme juste devant? Oui, celui-là, le grand rocher. Là-bas aussi, il y a de petits rochers qu'on appelle les petits bassins de Raïs Mbarek. Tu les as vus? Et plus loin, vers la plage de Safi, il y a un autre site qui s'appelle Tafa di Regiga. En arabe, cela veut dire le rocher de sable ou le rocher des dunes. Tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'ici, tous les rochers portent des noms amazighs, berbères. Les habitants amazighs vivaient sur les côtes de la mer, alors que les Arabes, comme les Habda, les Doukala, les Chiyadma ou les Rahamna, vivaient plutôt à l'intérieur des terres pour l'agriculture. Mais les gens de Haha, d'ici jusqu'au Souss et dans toutes ces régions, étaient des tribus amazighs qui vivaient au bord de la mer. On les appelait I-Hihin.
C'est pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité de nos poissons portent des noms amazigues, comme Arorja, Azemza, Bouchaouk, Ashragi, etc. Pourquoi on l'appelle Tafa di Regiga, le rocher des dunes? Parce qu'il existe un autre rocher, appelé Tafa, sur la grande île de Mogador, qui s'appelle Tafa Ogarabo, ce qui veut dire le rocher bateau. Il est entouré par la mer de tous les côtés et ressemble à un grand bateau de transport de marchandises de l'époque. Ce bateau pouvait transporter environ 15 pêcheurs, un peu comme les bateaux égyptiens sur le Nil. Les marchandises étaient placées au milieu et les marins faisaient la traversée entre le port et les grands bateaux commerciaux, dans les deux sens. Ils pouvaient transporter jusqu'à 200 tonnes de marchandises, comme des grains, des amandes, etc. Chaque semaine, un grand bateau de commerce arrivait à Mogador. C'est ce qui a développé le commerce ici à l'époque. Avant, de grands commerçants juifs marocains vivaient ici. Ils venaient d'autres villes comme Fès, Meknès ou Marrakech pour lancer le commerce à Mogador, alors qu'avant, il n'y avait presque rien à faire ici. Et comme tu peux le voir derrière toi, il reste les ruines des usines européennes qui existaient à l'époque. Tout est devenu des ruines après leur départ, entre 1967 et 1970. À cette époque, l'économie de Mogador était très forte et comptait beaucoup au Maroc. Il y avait plus de 2000 ouvriers qui travaillaient dans les usines, gérées par des Juifs et des Européens. Mais après leur départ, les ouvriers ont tout perdu et tout est tombé en ruine. Je me souviens de l'usine Jean Carel. Les gens y travaillaient jour et nuit. Certains venaient même de la campagne pour y travailler. Parmi eux, des pêcheurs. Ils venaient ici, garaient leur vélo à Bab Doukala, descendaient soit vers le rocher de Djorch, soit vers le rocher des oiseaux, jusqu'à la marée haute, puis rentraient chez eux. D'un côté, ils travaillaient à l'usine, et de l'autre, ils ramenaient du poisson pour nourrir leur famille. C'était une vie simple et magnifique. Même dans la pauvreté, les gens vivaient tranquillement. Et voilà, en face de nous, c'est le rocher de Djorch. Il est composé de 3 parties. Serdje, qui veut dire en français pommeau ou selle de cheval, Omda, qui signifie les petits bassins entre les pierres, et ce rocher de Djorch a une histoire que je te raconterai après. Raïs Meloud a aujourd'hui 76 ans. Il est l'un des témoins vivants d'une époque désormais révolue. Il a connu Essaouira lorsque son quartier industriel était encore debout, vibrant, en pleine croissance. Une période où les usines tournaient jour et nuit, où le travail ne manquait pas, et où la ville respirait au rythme de l'effort collectif. Puis, il a aussi vécu le déclin, la fermeture progressive des usines, le silence qui a remplacé le bruit des machines. Comme il me le raconte, de nombreuses familles se sont retrouvées sans emploi. Certaines ont été contraintes de quitter la ville, laissant derrière elles leurs maisons, leurs souvenirs, pour chercher du travail ailleurs. Raïs Meloud parle de cette époque avec nostalgie, mais aussi avec une grande lucidité. Dans son récit, un élément revient sans cesse, l'identité amazighe, berbère, profondément ancrée à Essaouira. Car Essaouira fait partie de ce grand Souss, cette région amazighe liée depuis toujours à la mer et à la pêche. Une époque aussi où les différences religieuses ne divisaient pas. Juifs et musulmans, arabes et amazighes, partageaient un même quotidien, un même destin, une même terre. Cette mémoire commune se retrouve aujourd'hui dans l'histoire d'un rocher emblématique, le rocher de Djorch. Djorch n'est pas seulement un nom, c'est celui d'un personnage,
symbole d'amitié et de coexistence entre juifs et musulmans. Ensemble, nous sommes montés sur ce rocher. Et là, face à la mer, Raïs Miloud m'a raconté son histoire. Une histoire de pierre, d'hommes et de mémoire partagée. À cet endroit, il existait autrefois une petite cabane. Le rocher a été nommé d'après l'homme qui l'a construite. Cet homme s'appelait Josh. En 1964, je travaillais comme serveur dans un café populaire. J'apportais du thé aux commerçants. C'était l'une de mes aventures de jeunesse. Parmi eux, il y avait un juif nommé Cohen, dont le métier était nettoyeur de poissons au marché de poissons de la Médina. Parfois, je lui apportais du thé, et il m'envoyait chercher des choses lorsqu'il en avait besoin. Un jour, alors qu'il nettoyait des poissons appelés isocranes, je lui ai dit « Tu sais, monsieur Cohen, moi aussi je fais de la pêche ». Il m'a répondu en plaisantant « Toi, paysan, fils de la campagne, tu fais de la pêche ?» Je lui ai répondu « Oui, et d'ailleurs je suis un fils de la ville, pas un paysan. » Il m'a dit « Non, non, tu es bien un paysan. » Je lui ai demandé « Comment sais-tu que je suis paysan ?» Il m'a répondu « Parce que tu es habillé comme un serveur et tu travailles à ton âge. Si tu étais un fils de la ville, tu serais à l'école en ce moment. » Je lui ai dit « Non, je suis fils de la ville. » Il a rigolé et m'a dit « Je te taquine ». Puis il m'a demandé « Qu'est-ce que tu pêches ?» Je lui ai répondu que je pêchais aussi des poissons comme isocrane, go-go, tamstaff silt et d'autres encore. Il me dit « Waouh, tu es donc un professionnel. Dis-moi, as-tu déjà pêché au rocher de Josh ?» Il me parlait de ce rocher où nous sommes maintenant, très grand comme vous le voyez. Cet endroit s'appelle Josh. Je lui ai répondu « Non, je ne connais pas le rocher de Josh. » Il m'a alors demandé « Tu connais l'emplacement de l'ancienne décharge municipale ?» En effet, c'est ici qu'elle se trouvait autrefois. Je lui ai répondu « Oui, j'y vais de temps en temps. » Il m'a dit « Tu vois le grand rocher en face ?» Je lui ai répondu « Oui, là où il y a une cabane. » Il m'a dit « Exactement. Sais-tu qui a construit cette cabane ?» Je lui ai répondu « Non. » Il m'a alors expliqué « C'est mon frère Josh qui l'a construite, et c'est d'après son nom que le rocher a été nommé. Mon frère était maçon et ami avec le pâtissier Driss El Othmani, paix à son âme. Ils venaient tous les deux ici pour pêcher, et parfois ils passaient la nuit sur ce rocher, car il n'était jamais submergé par la marée haute. Comme il pêchait souvent de gros poissons, le maître pâtissier Driss a demandé à son ami de construire une cabane, pour pouvoir dormir ici lors des pêches nocturnes. Il lui a donné de l'argent. Josh a acheté le matériel nécessaire et a construit la cabane. Aujourd'hui, il ne reste que quelques traces de cette cabane à cet endroit. Il venait ici lorsque les conditions climatiques étaient mauvaises, comme la pluie ou le vent d'ouest très fort. Avant, dans cette direction, il y avait de petits rochers et des bassins naturels. Les anciens racontent qu'on y pêchait autrefois de très gros poissons, de 10 à 20 kilos. Il y en avait tellement que les pêcheurs avaient du mal à tout transporter et ils faisaient appel à des grands chariots tirés par des mules. Pour revenir au sujet, cette cabane a été construite par Josh, le juif, et le rocher a été nommé en son honneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent l'histoire de ce nom. Josh était le frère de Cohen, le nettoyeur de poissons, du marché de la Médina. Cohen m'a finalement dit que moi aussi j'étais fils de la campagne, car je suis né à Enshan, dans la région de Mogador. Il m'a dit « Si je te taquine en te traitant de paysan, c'est parce que moi aussi je le suis. Je suis né dans la campagne avant d'émigrer en ville. » Paix à leurs âmes, quelle que soit leur religion, musulmane, juive ou catholique. Chacun sera jugé par Dieu selon ses actes, selon le bien ou le mal qu'il a fait dans sa vie. Paix à leurs âmes tous.
Excusez-moi, Raïs Miloud, ce rocher-là s'appelle donc celui du milieu, c'est bien ça? Oui, parce qu'il se trouve entre le rocher de Josh et la petite île des Juifs. Nous allons sortir par là et filmer devant le grand rocher que l'on appelle l'île des Juifs. Il porte ce nom parce qu'il est en face du Mela, le quartier juif. Oui. C'est ici que s'achève la première partie de ce reportage documentaire consacré au rocher de Mogador. Une première halte dans le temps, au cœur de l'histoire du rocher de George, racontée par Raïs Miloud. Un récit fait de mémoire, de mer et de vent, où chaque pierre porte encore la trace d'une époque révolue. Ce voyage n'aurait pas été possible sans les rencontres humaines qui lui donnent tout son sens. Un grand merci à mes amis artistes, Abderrahim Arabida et Zakariam Tilk, grâce à qui cette rencontre avec Raïs Miloud a pu avoir lieu. Mais ce n'est qu'un début. D'autres rochers nous attendent, d'autres histoires enfouies entre les vagues et les générations. Dans la prochaine partie, nous poursuivrons ce chemin aux côtés de Raïs Miloud, mémoire vivante de Mogador, passeur d'histoire et gardien d'un patrimoine transmis de génération en génération. Pour suivre la suite de ce voyage, abonnez-vous à la page Les Vents de Mogador. Et si ce récit vous a touché, soutenez-nous par un partage ou un signe d'encouragement. Car préserver la mémoire de Mogador, c'est aussi la transmettre, ensemble.